Bien, bonjour Johan. Je suis très heureux de vous accueillir dans nos interviews de Spiritualité Magazine à propos d'un livre extrêmement intéressant et sérieux. C'est vraiment un livre qui est presque un manuel, ou en tout cas un livre qui veut exposer, faire le point, je dirais, sur une tendance actuelle de la psychologie, donc des recherches, etc., mais en même temps qui ne se coupe pas des pratiques, des praticiens, du public auquel c'est destiné. Donc il y a énormément de choses, et vous l'avez écrit à trois d'ailleurs. Mhm. Absolument, ouais. Merci d'abord Jean-Marc pour l'invitation et l'occasion de parler de ce livre, effectivement, qui nous est cher, qui a été écrit à six mains, trois personnes, trois cerveaux, trois cœurs, trois paires de mains. Et c'est vrai que c'est vrai que je rejoins. Il y a un côté un peu rigoureux, un peu sérieux dans ce livre. Et c'était vraiment une volonté par rapport à ce champ de la psychologie transpersonnelle qui est finalement peu connu. Et puis on entendait nous les uns les autres un peu, je vais pas dire tout et n'importe quoi, mais beaucoup de choses qui partaient un peu dans tous les sens par rapport à ce champ de la psychologie transpersonnelle et qui en fait pour nous est un champ qui mérite justement d'être considéré, d'être connu parce qu'il y a des personnes qui sont à l'origine de cette branche de la psychologie transpersonnelle qu'on dit un peu, qu'on appelle parfois la quatrième force, le quatrième mouvement de la psychologie. Il y a des études, il y a des grands penseurs qui sont derrière tout ça. Il y a William James, il y a évidemment Carl Jung, il y a Sajioli, il y a Groff, il y a Maslow, Wilber, donc il y a vraiment du monde derrière. Donc on a voulu vraiment rendre compte de ce sérieux, de cette solidité de la discipline, qui des fois est un peu accordée, mis en lien avec le New Age, où il peut y avoir des choses un peu très diverses dans le New Age. Donc là, on a voulu montrer que c'était du solide, effectivement. Oui, oui, très bien. Et donc, à la fois, alors ça m'a l'air d'être une rupture avec la psychologie classique. Il ne Oui, semble pas que ce soit les enseignements dominants en psychologie, en tout cas en France en ce ça c'est moment. clair. Et en même temps, c'est sourcé dans un contexte culturel bon, qui vient d'assez loin, d'assez longtemps déjà quand même, hein, Oui, oui, oui. mais qui est étrange pour les psychologues tels qu'on se les imagine habituellement. Oui, oui, complètement. Oui, il y a plusieurs choses. C'est vrai que pour l'instant, la psychologie académique, universitaire, bon, déjà, elle a encore du mal dans certaines. Moi, j'ai été formé à l'université de Lyon, en France. Et D'accord. voilà, déjà Jung, c'est compliqué. Donc, la psychologie transpersonnelle, avec le lien, effectivement, qui se fait avec le spirituel, les états modifiés de conscience. C'est vrai que malheureusement, pour l'instant, on espère que des livres comme celui-là, va aider à faire bouger un petit peu les lignes. Donc, à la fois, c'est une psychologie qui s'affranchit effectivement de la psychologie classique, et puis en même temps, qui se veut avec la même rigueur, avec la pensée, c'est-à-dire que l'idée, c'est qu'on peut penser la place de la spiritualité, par exemple, dans l'esprit humain, on peut penser les états modifiés de conscience sans partir dans juste de l'imaginaire ou du fantasme, tout en ayant une approche rigoureuse de tout ça. Et voilà, c'est un peu ce qu'on a voulu montrer, et que ça vaut le coup parce il y a des vrais intérêts, un vrai intérêt à l'utilisation, par exemple, des états modifiés de conscience avec la méditation, avec le souffle, pourquoi pas avec les psychédéliques, même si pour l'instant c'est évidemment très encadré, avec le jeu, avec les rituels, avec l'art. Et donc voilà, avec le corps, il y a tout un tas de pratiques comme ça qui sont très précieuses, qui reviennent de plus en plus au bout du jour. On parle de plus en plus de la transe. Il y a notamment Corinne Sombrin qui fait un énorme travail pour faire connaître, justement, qui a fait beaucoup de recherches sur l'apport de la transe, autant dans des dynamiques thérapeutiques que dans des dynamiques d'ouverture de conscience, d'éveil, on pourrait dire. Et donc là, il y a vraiment un champ extraordinaire qui s'ouvre et auquel on croit beaucoup, effectivement. D'accord. Alors, pour être simple vis-à-vis des gens qui nous écoutent, vous venez de parler de la transe, mais je reviens au trans. Le Oui. transpersonnel, qu'est-ce que ça veut dire? En quoi c'est trans?
Eh ben, c'est une bonne question. C'est un peu tout, tout l'objet du livre. Effectivement, c'est comme le nom l'indique, hein, c'est ce qui est au-delà du personnel. C'est l'idée que les psychologies jusque-là se sont beaucoup centrées à ce qu'on pourrait appeler, selon les terminologies, un peu l'ego, c'est-à-dire un peu notre fonctionnement au quotidien, notre dimension sociale, notre histoire, les traumatismes. Donc, on s'est beaucoup intéressé à notre dimension comme ça, très individuelle. Elle est vraiment le reflet, la psychologie classique, de la conscience très individuelle, très matérialiste aussi, hein, qu'on a et qui Mhm. correspond à une époque. Et l'idée, c'est vraiment ce qui est né avec les travaux notamment de Maslow, hein, qui était un des tenants de la psychologie humaniste, qui est le troisième mouvement de la psychologie, qui s'est intéressé à un moment donné de ce qu'il appelait les peak experiences, c'est-à-dire des expériences un peu paroxystiques qui peuvent être de nature mystique, qui peuvent être des états de flow, des états comme ça de grâce, on pourrait dire, et qui a pu montrer, qui a un peu listé, hein, on en parle dans le bouquin, qui a pu lister un peu les différentes caractéristiques de ces états paroxystiques. Et on a pu voir finalement, c'est des choses qui transcendent l'état habituel de l'ego, c'est-à-dire la conscience de son histoire personnelle, de son identité personnelle. Il y a quelque chose qui va dans le collectif, il y a quelque chose qui va dans le lumineux, comme dit Jung, quelque chose qui va dans le spirituel. Donc il y a des choses assez qu'on retrouve vraiment dans ce type d'expérience et qui indiquent que notre psyché, elle n'est pas juste limitée à ce qu'on en connaît, la conscience de l'ego, on pourrait nommer, et qu'effectivement, il y a une part qui dépasse, qui transcende cette dimension-là. Donc globalement, voilà, c'est cette idée-là, cette dimension, on pourrait dire spirituelle, lumineuse de l'être humain, et aussi, pour moi, c'est très important, la dimension plus collective, d'appartenance collective à quelque chose de plus grand que soi, et qui en fait est très très importante. Moi, je le vois hein, dans les psychothérapies, dans les accompagnements, il y a de plus en plus de personnes qui ont besoin de sentir que leur histoire personnelle, elle fait sens en lien avec une histoire plus vaste, plus collective, transpersonnelle, et ça peut apporter beaucoup de choses. Je crois que les gens ont vraiment besoin de ça. Beaucoup de personnes ont besoin de ça, en tout cas. D'accord. Donc ça s'inscrit dans une transformation culturelle occidentale. Et alors je dis occidentale, ça me fait penser à l'Orient, évidemment, Mhm. qui est présent à sa manière dans cette approche. Oui. Et alors l'autre mot clé, c'est celui de la conscience. Mhm. Pouvez-vous expliquer le positionnement? J'ai l'impression que la notion de conscience, du coup, elle s'étend dans des dimensions très, très diverses et dans des expériences humaines, beaucoup Mhm. plus que dans la psychologie habituelle. Et que ça peut donner aussi un certain relief à tout ce qui est pratiqués par des thérapeutes de toutes sortes qui ne sont pas forcément des psychologues et qui parlent Mhm. énormément de la conscience, des niveaux de conscience, etc. Mhm. Donc, je suppose que ça apporte quelque chose de plus rigoureux par rapport à ces approches. Oui, absolument. Je pourrais répondre un peu sur deux niveaux. D'abord, il y a vraiment ces fameuses études sur les états modifiés de conscience, hein. Vraiment, la psychologie transpersonnelle, elle est née de ça. Et elle peut montrer que finalement, la conscience de veille, celle qu'on connaît habituellement, c'est qu'une petite partie en fait de ce que la conscience peut vivre, et que voilà, que ce soit de façon induite voilà, par des psychotropes, par l'hyperventilation dans le cas de la respiration entropique par exemple, par le tambour par exemple, par des rythmes, par la danse, etc. Eh bien, on peut vraiment rejoindre différents types, différents états de conscience qui sont très importants. Donc, c'est des états de transe, encore une fois, et on voit finalement une richesse immense de ces états modifiés de conscience. C'est intéressant parce que les anglo-saxons, ils parlent des états altérés de la conscience. Donc, il y a pour encore la psychologie mainstream, la psychiatrie, un côté péjoratif en fait, à ces états modifiés de conscience. Nous-mêmes, on aime mieux parler encore d'états élargis de conscience. Donc, le docteur Groff, qui a été un des premiers, voilà, qui a constitué la psychologie, la psychologie transpersonnelle, la respiration anthropique, qui est médecin psychiatre, il a été un des premiers à tester sur lui-même le LSD à l'époque de sa découverte. Et donc, il a eu une expérience extrêmement, extrêmement forte, bouleversante, qui a changé vraiment le cours de sa vie. Et justement, où il a pu explorer des dimensions de la conscience. Pour lui, c'était très clair que la conscience, elle n'est pas enfermée dans le cerveau, qu'elle est beaucoup plus vaste, que peut-être le cerveau, c'est juste entre guillemets, une antenne qui permet de décoder, de capter justement quelque chose qui serait un peu partout, hein, cette conscience qui serait présente. Et donc, pour lui, ça a été vraiment cette expérience-là qui a initié sa recherche de toute une vie, hein. Il est encore en vie,
Dr Groff, et il continue ces recherches-là. Donc ça, c'est vraiment le niveau sur les états modifiés de conscience. Et puis l'autre niveau, je relirai plus à Wilber, dont on parle dans le livre, qui lui a vraiment fait une synthèse justement des stades de conscience, des stades de développement de la conscience, autant au niveau occidental, et ça c'est un travail extraordinaire qu'il a fait, autant au niveau occidental en regroupant des travaux comme Piaget, comme Kohler, Maslow, etc. Et puis au niveau oriental, on parlait de l'Orient tout à l'heure, parce qu'il y a le travail de Shirow Aurobindo, mais il y a aussi le travail il y a une psychologie on peut dire bouddhiste, orientale, avec plus des états ultimes de développement de la conscience. Et donc, il a fait une super synthèse du développement de ces différents stades de conscience. Et ça montre ce qu'il a appelé au départ le spectre de la conscience, c'est-à-dire une possibilité de développement et de déploiement pour la conscience qui est immense, mais qu'on peut là aussi repérer très finement. Et ça explique plein de choses après dans le quotidien, des personnes qui ne se comprennent pas parce qu'elles sont effectivement à des stades de conscience différents. Ça peut aider dans la communication, ça peut aider dans la thérapie. Et ça, c'est vraiment très, très riche. Donc effectivement, la conscience, évidemment, elle est centrale dans ces travaux, absolument. D'accord. Alors, vous vous situez toujours, puisqu'il s'agit de psychologie, dans une perspective de thérapie. Oui, oui et non. C'est un peu. Il y a l'aspect, effectivement. Je pense que ça fait partie des tensions qui traversent la psychologie transpersonnelle. C'est que bien sûr qu'il y a une dimension thérapeutique, mais le bouquin, on ne l'a pas appelé, on a hésité à en donner psychothérapie transpersonnelle. Il y a de la psychothérapie transpersonnelle, mais c'est aussi un champ de recherche. Et puis, c'est un champ aussi de découverte de soi. Moi, j'ai écrit il y a un chapitre qui s'appelle après le développement personnel, le développement transpersonnel, avec un point d'interrogation. Donc, il y a aussi cette idée que ça peut être utilisé, pas forcément dans une dimension de thérapie, mais dans une dimension de développement psycho-spirituel, on pourrait appeler. Et là, on touche un peu les limites, c'est-à-dire, est-ce qu'on risque pas de devenir un gourou? Est-ce qu'on a un conseiller spirituel? C'est évidemment pas le but. Le psychologue transpersonnel doit rester à cette place-là. Et je crois que là, il y a un champ à continuer d'investiguer et d'explorer. Mais inversement, plutôt inversement par rapport au danger d'aller vers la gourou-utilisation de pratiques, ça peut amener par le caractère quand même beaucoup plus scientifique de l'approche, un peu plus de repères dans des approches qui sont généralement bien intentionnées, d'ailleurs, de thérapeutes de toutes sortes, et de méthodologies qui sont plus ou moins empiriques et plus ou moins liées à des modes, à l'organisation de séminaires, etc. Donc, moi, ce que je me demande, c'est s'il n'y a pas justement un avenir très, très intéressant et très important et intéressant à creuser pour la psychologie transpersonnelle, pour cette demande sociale qui est quand même énorme. Il y a énormément de livres. Alors, pour Spiritualité Magazine, c'est l'une de mes passions, c'est de rechercher des bons livres qui paraissent et d'en parler. Et là, il y aurait peut-être une force d'entraînement vers quelque chose de plus construit. Est-ce que je me trompe? Non, j'apprécie que vous disiez ça, parce que je pense que c'est vraiment central dans notre travail. C'est-à-dire encore une fois, je suis absolument d'accord, il y a une énorme demande, et je pense qu'elle va être de plus en plus croissante, d'autres modèles de compréhension de soi, du monde, de l'évolution, du devenir. Et effectivement, il y a une offre énorme, donc ça c'est bien, il y a une richesse, il y a une diversité à cet endroit-là. Et en même temps, il y a effectivement quand même un petit peu de tout et de n'importe quoi parfois, avec des gourous autoproclamés ou des choses qui peuvent faire écho pour des personnes parce que ça réveille l'intuition, mais qui sont pas sourcées et qui finalement peut-être c'est vrai, mais peut-être pas du tout. Des sortes de thérapies performatives, comme on pourrait dire, où il suffit d'affirmer pour que les choses soient, un peu de pensée magique comme ça. Et voilà, nous, on pense que vraiment ce champ de la conscience ouverte et de la spiritualité, on peut vraiment l'aborder. Mais voilà, il s'agit aussi de faire attention, parce que ce n'est pas sans risque, hein, de travailler aussi la méditation ou voilà, tout un tas de pratiques comme ça. Et je suis absolument d'accord, je pense que la psychologie a vraiment une place à prendre à cet endroit-là. Et beaucoup de... Voilà, jusque-là, la psychologie transpersonnelle, elle a eu un rapport un
un peu compliqué, un peu ambivalent avec la pensée structurée, parce que voilà, jusque-là, la pensée elle a tendance à écraser un peu les choses, à expliquer ça qu'avec des gènes ou avec des circuits neuronaux, etc. Et évidemment que ça disqualifie le vécu. Donc voilà, quelquefois, il y a chez certaines personnes dans ce courant-là une forme d'allergie à la pensée, à la rigueur de la pensée. Et nous, on a vraiment fait le pari que non, on peut aborder ça sans écraser les choses, sans les réduire, et en restant audacieux et ouvert, et en même temps en gardant ce garde-fou finalement qu'une pensée réfléchie, mais une pensée vivante, une pensée sensible, qui peut être métissée avec l'intuition, avec l'expérience. Elle a tout à fait sa place dans ces approches-là. D'accord. Il y a un chapitre où vous parlez des différentes voies. Oui, C'est passionnant parce que vous allez dans le détail de certains types d'approches et de pratiques, les deux, hein. oui, exactement. Ouais, ouais. Oui, on a voulu faire un peu, donc c'est vrai que la première partie, elle est assez académique, elle montre un petit peu l'histoire des idées, et puis les grands concepts, les grands auteurs aussi, hein, en lien avec la psychologie transpersonnelle. Puis dans la deuxième partie, on a voulu rendre ça effectivement plus pratique. Et on parle effectivement, il y a 8 ou 9 voies qu'on évoque, donc la voie de la méditation, la voie des psychotropes, la voie du souffle, hein. C'est vrai que la respiration anthropique, c'est une des disciplines phares de la psychologie transpersonnelle, mais il y a plein de techniques de souffle, de breathwork, comme disent les Anglais. Là, il y a la voie de l'art, hein. Muriel Rochas-Ramodio, qui est art-thérapeute, psychanalyste, et qui utilise beaucoup la dimension créative de l'art, voilà, du jeu symbolique, la voix du corps, avec la danse, avec le tambour, voilà, avec les gyrations, par exemple. Il y a plein de façons d'induire des états comme ça modifiés de conscience. Et c'est extrêmement riche. Et voilà, on a voulu vraiment montrer effectivement la diversité, la richesse et la pertinence. Après, ça va être la sensibilité de chaque la fois thérapeute et puis personne qui souhaite explorer ça, qui va être peut-être plus sensible à une voix plutôt qu'à une autre. D'accord. Et alors vous-même, dans votre pratique personnelle, vous privilégiez une voie particulière? En tant que thérapeute, vous voulez dire? Oui. Ouais. Donc, Oui, moi, beaucoup la respiration anthropique, parce que j'ai été formé à ça. Et puis, je trouve juste incroyable. Moi, à titre personnel, ça m'a énormément aidé. Je vivais beaucoup de dualité dans ma vingtaine, ma trentaine, entre justement cette soif, cette aspiration à autre chose, à cette dimension spirituelle, mystique qui m'habitait depuis très très longtemps. Et puis la dimension du corps, des émotions que j'aimais pas beaucoup. C'était compliqué pour moi d'être à cet endroit-là, d'être même dans le monde, hein, avec ce que je voyais autour de moi. Et c'est vraiment un outil, moi, qui m'a permis d'allier les deux, en fait. Le fait de pouvoir vivre des choses très, très, dans les états modifiés de conscience, très animal parfois, très corporel, très dans la matière, et puis simultanément des états vraiment de grâce, des états absolument extraordinaires de reliance, et de voir qu'en fait tout ça pouvait, dans ces états-là, trouver sa place très naturellement. Pour moi, ça a été extrêmement guérisseur, aussi dans mon identité d'homme. De par mon histoire, c'était un petit peu compliqué d'être un homme, et les états de transe m'ont vraiment permis d'apprivoiser, de réapprivoiser ça, et puis de vivre cette dimension-là de façon lumineuse et heureuse, positive. Donc moi, ça m'a énormément aidé à titre personnel et aujourd'hui, je suis heureux de vraiment pouvoir le proposer, que ce soit dans des groupes. C'est vraiment une technique qui mérite, qui gagne à être vécue en groupe. Il y a toute l'intensité et la force du groupe. Vous imaginez 10, 15 personnes en transe en même temps dans une salle. Il y a beaucoup d'énergie et ça dure plusieurs heures en plus. Et puis, mais ça peut se faire aussi sur des schémas plus restreints en individuel avec aussi beaucoup d'intérêt. Donc c'est beaucoup cette approche-là, aussi l'approche du jeu que je trouve intéressante, avec laquelle on oui. peut allier le souffle, le corps aussi qui va être important en individuel. Mais c'est vrai que pour ma part, voilà, le souffle est vraiment la voie royale pour explorer un peu tout ça. Très bien, très intéressant. Alors moi, j'ai envie maintenant de vous poser une question reliée directement à ce que nous vivons tous en ce moment Mhm, par rapport à la guerre. mhm, Que nous dit la psychologie transpersonnelle? mhm. Elle dit des choses, elle dit pas mal de choses. Il y a le travail de Groff à ce titre-là, de Stan Groff, est très intéressant. Il a de mémoire, je crois que c'est dans le livre Psychologie, qui s'appelle Psychologie transpersonnelle, qui évoque justement les origines psychologiques de la violence. Et il parle de ce qu'il appelle les matrices périnatales fondamentales. C'est un petit peu technique ma réponse là. C'est-à-dire qu'il montre que
dans la psychologie, à part quelques-uns comme Otto Rank, mais très peu de psychologues et psychanalystes ont donné la place à la vie intra-utérine et au processus de la naissance. Et lui, il a beaucoup travaillé là-dessus parce qu'il y a eu beaucoup de personnes qui ont revécu leur vie intra-utérine et puis leur propre naissance dans les états modifiés de conscience, comme on peut le faire, on peut aller chercher à le faire dans Rebirth, par exemple. Et voilà, il montre que dans notamment ce qu'il appelle la troisième, il y a 4 étapes. Et dans la troisième étape, il y a vraiment une histoire, c'est très violent. C'est vraiment la sortie, le moment où on s'extrait, on n'est pas encore sorti, donc il y a une question de vie ou de mort. Et vraiment, il détaille ça comme quelque chose qui, on entre, on est finalement, on entre dans la vie avec un moment comme ça de violence très, 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 très forte. Et il fait des liens, je ne vais pas pouvoir développer tout ça, mais sur le fait que la façon dont c'est accompagné, la façon dont c'est plus ou moins nommé, il y a des personnes qui vont rester avec des comment dire, des traces, des marques, des empreintes psychologiques très très fortes et qui va se retrouver dans le sadisme, qui va se retrouver dans la destruction. Et il y aurait vraiment quelque chose de très fort à nettoyer. Groff, alors c'est ça, pour le coup, on ne peut pas le prouver pour l'instant, mais c'est son intuition profonde. Plus des personnes vont travailler dans les états modifiés de conscience sur cette violence qui porte en eux, notamment en lien avec le processus de la naissance, et plus ça va dégager, ça va alléger la violence qui existe dans le monde. C'est son hypothèse. Pour l'instant, on ne peut que la prendre comme une hypothèse, mais elle résonne pour beaucoup de personnes. D'accord. Alors ça, c'est au niveau des personnes, au niveau donc individuel. Moi, je me posais la question aussi au niveau collectif. Ouais. Qu'est-ce que la guerre, cette situation totalement imprévue, etc., et ce malheur qu'on voit autour de nous provoque d'un point de vue collectif. Est-ce que Jung peut nous éclairer un peu aussi avec l'inconscient collectif? Est-ce que il y a des images qui viennent de très loin Mhm. Ouais. Oui, il y a beaucoup de choses. On pourrait le lire avec les stades de conscience de Wilber, hein, sur aussi les stades de conscience qu'il appelle rouge. Ceux qui connaissent la spirale dynamique, ben, on peut faire le lien entre les niveaux, les niveaux de conscience, voilà, de la spirale dynamique ou des stades de conscience de Wilber, avec des états comme ça de domination. Il y a des moments donnés où on régresse à ce stade qui est vraiment très primaire, très archaïque, où il y a le dominant et le dominé. On peut le lire avec ces stades de conscience. Et puis, il y a aussi il y a un concept qui est de quelqu'un qui s'appelle Paul Lévy, qui est très peu connu dans le monde francophone, puisqu'il n'est pas traduit jusque-là, qui est justement pas mal d'inspiration jungienne, puis qui métisse sa pensée aussi avec la pensée amérindienne, la chamanique amérindienne, Mhm. qui parle d'un concept qui s'appelle Wetiko. Wetiko, c'est en gros un virus mental qui est collectif, qui est justement dans cette dimension, qui est dans cet inconscient collectif, et qui amène, voilà, on ne sait pas qu'on est infecté par lui, et qui amène voilà, un état un peu de possession de personnes ou de groupes, et qui amène à des destructions qui peuvent être terribles. Et il a toute une approche pour amener ça en lumière, et puis pour arriver à se dégager justement de cette façon. Donc c'est une forme d'archétype, on pourrait dire, hein, ce Wetiko. Et il y a des passages qui ont beaucoup tourné là récemment avec la crise Covid aussi, où Jung justement disait que le pire à venir, c'est pas tellement les virus physiques, c'est les virus mentaux, c'est les virus psychiques, parce qu'aujourd'hui l'humanité n'est pas tellement à même de se prémunir de ça. Donc moi c'est un petit peu ce que je vois aujourd'hui avec cette guerre, c'est un peu un mélange de tout ça. Il y a plein de grilles complémentaires, je pense, pour lire tout ça. En tout cas, une des approches, c'est on vit beaucoup d'impuissance hein, face à ça. Oui. Et une des idées, c'est que plus on va travailler individuellement sur cette dimension-là de violence, sur cette dimension cachée, plus ça va alléger au collectif, peut-être dans cet inconscient collectif dont parle Jung, évidemment, mais aussi Assa Jolie, voilà, de différentes façons. Très, très bien. Merci pour ces éclairages. Est-ce qu'il y a des thèmes que l'on a oublié d'aborder? C'est tellement riche. Si vous voyez quelque chose, allez-y, n'hésitez pas à en parler. C'est gentil. Pour l'instant, il n'y a rien qui me vient de particulier. Ouais, en tout cas, ça vaut le coup de découvrir ce champ et puis peut-être aussi de pratiquer, hein, parler ces différentes voies. C'est vrai qu'il y a vraiment une soif de plus en plus de personnes pour la méditation, pour vraiment s'éveiller à d'autres choses. Donc,
c'est aussi, voilà, il y a un risque, comme on disait tout à l'heure, de toutes les propositions, mais c'est aussi une chance qu'on a à cette époque d'avoir tellement de choses à disposition comme ça. D'accord. Si l'on veut s'initier, moi je pense à tout ce public justement de thérapeutes, de nutritionnistes, etc., qui peuvent au travers de cette discipline approfondir leur pratique, lui donner un cadre plus consistant. Est-ce qu'il y a les moyens dans ce cas-là, de se former, donc sans devenir un thérapeute vraiment psychologue, hein, mais voilà, d'avoir des éléments. Et quelle est l'importance d'ailleurs quelle est votre importance, votre influence, le nombre de séminaires, etc., qui peuvent se tenir Alors, en France, il y a une école, moi c'est là où j'ai été formé par exemple pour la respiration anthropique, une école qui s'appelle le CESUM, ça s'écrit CESHUM, qui est historiquement vraiment l'école du transpersonnel en France, et voilà, qui propose, outre la respiration anthropique, tout un tas d'approches. C'est pas mal inspiré de la Gestalt sur l'approche, mais vraiment enrichi justement avec ces concepts de la psychologie transpersonnelle. Donc ça, c'est vraiment une chouette école qui se trouve à Paris. Il y a aussi Martin Strulzik en Belgique, il y a son association qui s'appelle Approche transpersonnelle, au pluriel, qui aussi propose des choses. Donc ça, c'est pour le monde francophone. En Suisse, pour l'instant, en tout cas vraiment d'école spécifiquement transpersonnelle, il n'y a pas spécialement. Et puis après, voilà, si vous tapez par exemple pour la respiration anthropique sur Internet, vous en trouvez vraiment partout en France. Voilà, ça se développe de plus en plus. Il y a de plus en plus de personnes qui sont formées à ça. Donc voilà, ça vaut le coup d'aller. Si nos auditeurs se sentent appelés, ça vaut vraiment le coup d'aller expérimenter, effectivement, de découvrir. Moi, je propose des groupes en Haute-Savoie, à côté voilà, pas très loin de la frontière genevoise. Et puis voilà, sur des week-ends. Mais il y en a vraiment partout en France. Ça se développe de plus en plus. Très bien, très intéressant. Eh bien, vous avez des travaux nouveaux en cours, vous continuerez à écrire, votre équipe. Alors, moi, je suis reparti, on reste très en lien avec Cyril et Muriel, parce que ça a été vraiment une aventure humaine très, très forte. Il y a eu une forme de magie autour de ce livre, parce que vraiment, voilà, malgré la diversité, on s'est rencontrés une fois, et au bout de cette première fois, on s'est dit, il faut qu'on écrive ce bouquin, et on a pu le mener jusqu'au bout, et c'est très, très chouette. Puis vraiment, c'était des très belles rencontres, donc on continue à partager ensemble. Et puis moi, je suis parti sur un nouveau projet d'ouvrage, effectivement, toujours avec notre éditeur NRB Édition, qui est un éditeur parisien qui est vraiment très chouette, avec qui on a beaucoup, beaucoup de plaisir à travailler. Il y a une très belle collection en psychologie notamment, même s'il n'est pas juste limité à cette discipline. Et du coup, j'ai commencé déjà l'écriture sur la psychologie intégrale appliquée. C'est vrai que dans ce premier bouquin sur la psychologie transpersonnelle, j'ai beaucoup fait les parties sur la psychologie intégrale, qui est aussi un champ très peu connu, et qui est très, très riche. Donc voilà, je me suis lancé dans ce projet qui devrait, j'espère, aboutir à la fin de l'année 2020, si tout va bien. J'ai vraiment beaucoup de plaisir à écrire puis à partager tout ça. Très bien, Johan, et un grand merci alors pour cette entrevue. Merci, Jean-Marc. Je vous souhaite une bonne fin de journée et beaucoup de succès pour votre livre. Merci beaucoup, c'est très gentil. Merci d'y contribuer. À bientôt. À bientôt, merci. Au revoir.